L'AES, Bénin. L'armée reçoit un avion militaire de surveillance offert par l'Union européenne. Voici l'avion en question. L'armée béninoise a officiellement réceptionné un avion de surveillance militaire fourni par l'Union européenne pour renforcer la lutte contre les terreaux. Il y a même eu une cérémonie de remise à la base aérienne de Cotonou où le Cessna Caravan C208B, un appareil mis en service dès 1982, a été présenté. Fait intéressant, alors que les Européens en collaboration avec l'OTAN privilégient généralement des drones mâles comme le MQ-9 Reaper ainsi que des avions ISR et de guerre électronique comme le Falcon 8X Archange pour des missions stratégiques, c'est un appareil plus ancien de 1982 qui produit du bruit au décollage et dans les airs qui a été choisi pour le Bénin pour mener des opérations de surveillance sur son sol. Même des pays sérieux comme la Chine, la Russie et même l'AES, que les pro-Ouattara insultent matin soir ici, misent davantage sur des drones pour ce type d'opération. Pourtant, quand il s'agit de l'Ukraine, ils livrent tout l'arsenal possible. Ils injectent des milliards de dollars, ils mettent le paquet pour soutenir l'armée ukrainienne. Mais quand c'est l'Afrique, on vous envoie du vieux matériel et c'est avec ça que la Côte d'Ivoire souhaite développer une coopération de défense aérienne avec la France. Salut les gars, la définition de mot foutaise, c'est ça qui est là. L'Union européenne, l'institution la plus néocolonialiste du monde. L'institution, d'accord, qui a écrit au Niger ici que la paix, on peut l'éviter. C'est l'Union européenne là qui a offert ça là. Un avion afin d'encourager le Bénin à lutter contre le terreau là, pour renforcer la sécurité du Bénin là. Ces avions maigres comme ça là, vous avez trouvé pour nous donner. C'est ça qu'on appelle foutaise. Ailleurs là, regardez ce qu'on donne. On n'a qu'à se respecter. Hein. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler ici des terreaux qui auraient des drones, des terreaux qui auraient saisi des armes au Bénin, blablabla. Bon, tous ces bérets là que vous racontez. Et pour nous encourager, après autant de morts, c'est ça là. Moi-même, je suis plus grosse que ça. Ça là, est-ce que lance-pierre même ne va pas faire tomber ça? God have mercy upon us. Non mais, les gars, arrêtez ça, sincèrement. C'est pas mieux de nous dire directement que tu t'en fous que nos militaires meurent. C'est pas mieux de dire directement que vous ne voulez pas lutter contre les terreaux. Parce que l'ancien président du Tchad, là, sa femme, là, elle a déjà avoué que la France refuse carrément lorsqu'on lui demande de nous aider à lutter contre les terreaux. Vous vous en foutez parce que nous savons tous qui finance les terreaux. Ça, c'est un autre dossier. Laissez notre armée le faire. Mais si vous voulez nous aider là, donnez-nous les bonnes choses. Sinon, arrêtez de vous foutre de nous comme ça. Non mais, respectons-nous. Hein. Moi, c'est Georgia qui est fier. Face à la montée en puissance des groupes terroristes dans le Sahel et leur infiltration progressive vers les pays côtiers, le Bénin se doit d'adopter son dispositif sécuritaire. La rénovation et la modernisation de Mirador, un système national de surveillance, s'inscrivent dans cette dynamique. Mais dans quelle mesure cette refonte garantit-elle une meilleure efficacité sur le terrain? L'expérience des pays déjà confrontés à la menace terroriste montre que les infrastructures et la technologie seules ne suffisent pas. Une vraie dissuasion passe par une formation renforcée des forces de défense et de sécurité, une coordination efficace des renseignements et une réactivité tactique face à un ennemi mobile et imprévisible. Le vrai défi pour le Bénin est de transformer cet outil en une arme réellement dissuasive et non en simple symbole d'un volontarisme sécuritaire. La rénovation de Mirador est peut-être une avancée, mais son impact se mesurera à l'aune de la capacité du pays à prévenir et neutraliser les attaques avant qu'elles ne surviennent. Alors, Michel-Olivier Descampos, peut-on dire aux grands mots, les grands moyens, peut-on dire que face à la menace terroriste, le Bénin se dote de moyens efficaces, justement, avec ce nouvel équipement, avec cette coopération et ce partenariat? Oui, alors ce que je vais commencer par dire, c'est moyen efficace, entre griffes. Je commencerai par dire que le Bénin est
en train, ça c'est évident, de montrer quand même des signes de manifeste, d'une volonté de vouloir mener des actions assez fortes pour endiguer donc ce phénomène qu'est le terrorisme. Maintenant, en ce qui concerne les moyens qui sont mis sur la table, effectivement, cela c'est tout un autre débat parce que figurez-vous, et puis je pense que ça c'est quand même assez évident à comprendre, qu'un seul avion ou en tout cas l'équipement que nous avons actuellement est très loin de nous permettre d'arriver à bout de la menace auquel nous faisons face. Ça, c'est un fait. Et il faudra aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que le gouvernement est pleinement conscient de cette réalité des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu cet effet d'annonce autour donc, de ce partenariat qui aboutit donc, à la livraison de cet avion. Aller plus loin en termes d'infrastructure et de technologie. Évidemment, nous sommes dans un cadre aujourd'hui, comme on le sait déjà, de guerre asymétrique, où il faut aller beaucoup plus loin en termes de technologie et en termes de formation surtout. Il faut pouvoir préparer nos hommes à faire face à ce type de menaces. Nous ne sommes pas dans un cadre de guerre conventionnelle avec une armée régulière. Non, nous sommes dans un cadre où il faut pouvoir jouer avec quelque part les techniques de l'ennemi sur le terrain. Et donc s'adapter à la conflictualité que nous avons sur le terrain. Et donc cela passe par un renforcement non seulement de l'équipement, mais également de la formation des hommes, de la formation du personnel de sécurité que nous avons. Évidemment, également, il faut mettre l'accent, et c'est d'ailleurs ce pourquoi cet avion est important dans le dispositif sécuritaire, il faut mettre davantage l'accent sur le paramètre du renseignement et de l'information qui sont cruciaux dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est assez important que nous puissions véritablement investir ces champs-là dans notre stratégie de lutte contre l'extrémisme violent et tout ce que nous avons sur notre territoire actuellement. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, oui, ce que moi je constate et que j'observe toujours, c'est que nous avons la plupart des États qui mènent des stratégies, qui mettent en place des stratégies, je vais dire, du point de vue national. C'est bien vrai, il faut se renforcer soi-même à son propre niveau. Il faut mettre en place toute une palette de mesures pour protéger le territoire, assurer la sécurité intérieure. Mais je reste toujours sur ma faim, sur les ambitions, sur les objectifs réels de tout ceci. Parce que votre thème est assez bien titré. Pour quelle efficacité? Parce qu'une chose est d'avoir le dispositif qu'il nous faut pour sécuriser le territoire, mais la menace ne s'arrête pas là. Nous sommes en face d'une menace transnationale, transfrontalière, et qui fait donc que nous ne pouvons plus nous contenter uniquement de la sécurisation ou des actions à mener au plan national. Bien vrai, il faut se renforcer, comme je le disais tantôt, sur le plan national, disposer d'une certaine force de feu, force de frappe, d'une certaine puissance de feu pour pouvoir quand même avoir les éléments de dissuasion nécessaires. Mais il faut quand même que nous ouvrions la stratégie au-delà pour voir réellement ce qu'on peut faire dans un cadre collaboratif, coopératif avec les pays de la sous-région. Vous savez aujourd'hui que la menace nous vient du Burkina, du Niger, du Mali, etc. Et donc, je reste toujours sur ma faim en ce qui concerne, on a parlé la dernière fois de l'initiative d'Accra, par exemple. Alors, qu'est-ce que nous faisons concrètement dans ce cadre-là et dans le cadre de la coopération avec des États comme le Niger, comme le Burkina, comme le Mali? Les États de l'AES, justement, aujourd'hui, États de qui l'AES, se mettent ensemble et qui ne coopèrent pas forcément avec les autres pays de la CEDEAO. À cause de tout ce que nous avons eu à déplorer comme situation. Et donc, il y a ce qu'on appelle le droit de poursuite, par exemple, qui fait que, et d'ailleurs, les dernières attaques qu'il y a eu au Bénin, on sait de sources sûres que les assaillants sont venus de quelque part et qui sont repartis après quelque part. Alors, il y a un droit, il y a ce qu'on appelle le droit de poursuite qui permet à l'État qui en dispose de pouvoir poursuivre ces terroristes-là jusque dans une certaine limite, au-delà de cette frontière, jusque dans un certain périmètre dans le pays voisin dans lequel ils vont. Donc, aujourd'hui, ces mécanismes-là font défaut dans la stratégie que nous mettons en place. Et il va falloir très rapidement que nous puissions penser plus, je vais dire, plus global, plus panafricain, si je peux me permettre de le dire ainsi, plus dans une vision d'ensemble de la sous-région pour véritablement apporter plus de solutions et plus d'efficacité dans l'action qui sera menée au plan national. Contre le terrorisme. Alors Emmanuel Maïga, sur ce nouveau dispositif sécuritaire, ce nouveau dispositif de surveillance, mais également sur la question de la formation qu'il est nécessaire de renforcer et sur la coopération
coopération qui est la coordination efficace des renseignements qui restent, selon vous également, des défis? Non seulement les renseignements, mais je dis la cause est entendue, les besoins même sont entendus. Mais les solutions qui sont proposées, selon moi, ne sont pas à la hauteur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai bien écouté ce que dit M. Dos Campos. Je suis pas trop d'accord avec lui, sauf la solution panafricaine dans la sortie qu'il a émise. Pourquoi? Parce que, quand vous regardez ce qui entoure ce territoire donc de l'Afrique de l'Ouest, c'est quoi? Il y a l'AES, comme a dit M. Dos Campos, avec, c'est-à-dire le Mali, le Niger et puis le Burkina. Mais quand même, il faut voir que ces trois pays-là, c'est eux qui ont vraiment le problème du djihadisme et tout en tant que tel. Le cœur même, c'est le Sahel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous vomi ce que le Bénin a choisi, c'est-à-dire la France, les États-Unis. Il faut là, comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Regardez très bien, sans polémique, et soyons sérieux. Quand, par exemple, les djihadistes viennent, qui appelons-nous djihadistes? Parce que c'est très facile dans le journalisme, de la presse. Justement, pour apporter de l'eau à votre moulin sur la question de la formation à renforcer, par exemple, il faudra l'expertise, notamment de ces deux pays, ou de l'un de ces deux pays, les États-Unis d'Amérique, ou la France, au risque d'être tassé une fois encore d'offrir le sol béninois comme base militaire pour attaquer l'un de ces pays de l'AES. Il y a ce débat qui est toujours actuel. Moi, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, on ne peut pas prendre la France en la mettant là-dedans parce qu'on a une tradition donc, qui est là. Parce que c'est nous les néocolons, mais on appelle les anciens colons, mais on a vu qui sont ces Français, qu'est-ce qu'ils font. Pendant plus de 15 ans, ils sont restés au Mali. Est-ce que Kidal, est-ce qu'ils l'ont enlevé, ils l'ont libéré? Est-ce que Tinzaouaten a été libéré? Qu'ont-ils fait? Il y avait toujours les attaques. C'est clair, vous pouvez même, monsieur Dos Campos qui est là-dedans, qui va vous le dire, il va le confirmer. Et quand ils sont partis, combien de temps après Kidal a été pris? Combien de temps après Tinzaouaten a été repris? Ça pose des questions. Et derrière eux, vous avez vu quand la France a été sortie par la porte, elle est revenue par la fenêtre. Qui a permis que la France soit mise vraiment à mal? Je pense que c'est Wagner. On peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas l'aimer, mais quoi qu'il en soit, Wagner, on connaît ses limites, mais on connaît ses avantages aussi. On connaît ce qu'il a déjà fait sur le terrain. Donc moi, je crois que prendre les Américains et les Français pour venir les mettre là-dedans, alors qu'on sait, c'est pour ça que je vous posais la question de savoir, qu'appelle-t-on djihadiste, qu'appelle-t-on terroriste là et tout. Mais ça, et ils sont alimentés par les Français et par les étrangers là pour pouvoir aller nourrir. C'est des gens qui se nourrissent de la faim, de la pauvreté. Donc c'est ça le vrai débat. Alors j'ai juste une question rapide à vous deux. On connaît l'une des solutions, c'est déjà arriver à cette synergie en termes de coordination efficace des renseignements. Comment arriver à vaincre justement les clivages qu'il y a aujourd'hui entre l'AES et les autres États de la CEDEAO, où sévit quand même le terrorisme qui n'a visiblement pas de frontières? Comment aller au-delà des contradictions et réussir à asseoir une bonne coordination de renseignements? Quelle pourrait être la formule, justement, Olivier Des Campos? La formule, je suis totalement d'accord avec ce que M. Manuel Maïga avance. Oui, la formule semble assez complexe aujourd'hui. Lorsqu'on met sur la table cette complexité-là entre les relations qui lient les pays de l'AES avec les autres pays membres, en tout cas si on prend cet ensemble sous-régional de la CEDEAO, c'est assez complexe parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire avec la France, avec les États-Unis ou d'autres partenaires occidentaux sans pour autant passer aux yeux de l'AES comme des États soutenant les plans entre griffes machiavéliques de déstabilisation de ces pays-là dans l'AES. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est assez complexe à mettre tout ceci ensemble.
Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la menace continue de perdurer, que ce soit au sein de l'AES, que ce soit dans les autres pays côtiers qui sont de plus en plus menacés aujourd'hui, de plus en plus sous la coupe de ces groupes terroristes-là. Et c'est également une très bonne question que M. Emmanuel Maïga pose, de savoir c'est qui les djihadistes dont nous parlons, c'est qui les terroristes dont nous parlons. Mais ce sont des citoyens de la plupart des pays, de la plupart de nos pays. Et donc, je pense que la stratégie que nous devons adopter au-delà de ce show en griffe, de nous montrer les équipements que nous sommes en train d'acquérir, pour moi, qui ne résout pas forcément la question, c'est de nous poser la vraie question, de savoir à qui est-ce que nous avons affaire et quelle stratégie nous mettons sur la table concrètement pour venir à bout de la menace à laquelle nous faisons face. Parce que, oui, effectivement, moi, je ne suis pas partisan de cette théorie-là qui veut à chaque fois que nous recevions de l'aide. Pour vous dire la vérité, moi, je suis choqué de voir ce genre d'image-là où à chaque fois, il faut que nous donnions l'impression que nous sommes aidés par des gens, que nous sommes soutenus par des gens, que nous sommes appuyés par des gens. Alors, n'y a-t-il... Ça pourrait conduire les États de l'AES à se braquer davantage sur la question de renseignement. Oui, évidemment. Crucial pour mieux faire face justement évidemment, au terrorisme. Lorsque le Bénin signe un accord de sécurité stratégique avec, par exemple, les États-Unis d'Amérique sur 5 ans, l'accord qui a été signé il y a quelques semaines, et que le Bénin renforce son partenariat avec la France, par exemple. Oui, on va dire l'Union européenne. La France fait partie intégrante et a un grand poids dans l'Union européenne quand même. Donc, oui, qu'on le veuille ou pas, cela va complexifier les relations avec les autres pays de l'AES. Et c'est vrai, le Bénin est un État souverain qui a le libre choix de ses partenaires, de son partenariat. Mais dans le contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons, dans le contexte géostratégique dans lequel nous nous trouvons, cela ne va faire que amplifier la conflictualité. Et donc, il faut que nous puissions, je ne sais pas, trouver un autre mécanisme qui nous permette de nous asseoir entre Africains et de nous parler face à face et de nous dire certaines vérités. Parce que sans cela, et ce n'est pas les États-Unis, ce ne sont pas les États-Unis, ni la France, ni un autre pays de quelque continent qu'il soit, qui viendra nous aider à vaincre le terrorisme. Je pense que ça, il faut qu'on puisse se le mettre en tête, il faut qu'on puisse le comprendre, y compris même la Russie. Il faut qu'on puisse nous-mêmes nous asseoir avec nos moyens. Et c'est là que c'est assez, excusez-moi, mais lamentable d'observer ce qui se passe depuis au sein de la CEDEAO, au sein des mécanismes qu'on a mis en place et qui ne fonctionnent pas, l'initiative d'Accra, etc., mais qui ne portent pas véritablement de fruits. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous puissions faire preuve de beaucoup plus de volonté, de beaucoup plus de volontarisme au-delà de ces images qu'on nous montre et montrer que nous avons vraiment envie d'y aller et de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Alors, Emmanuel Maïga, donc, ce mécanisme qui pourrait consister à remettre en selle l'initiative d'Accra, véritablement, mieux que les partenariats et les coopérations Nord-Sud sur la question? Moi, je pense que... Il faudrait créer une relation de confiance. C'est ce qui se passe en réalité entre l'AES et les autres États de la CEDEAO qui sont frappés par le terrorisme. Il faudra vraiment une synergie d'action, au moins sur les renseignements. L'union fait toujours la force. Et tant mieux d'ailleurs. Et je vous dis que celui qui serait porteur d'une union légitime et même légale, elle s'appelle l'Union africaine. Là, voilà qui est complètement exsangue. Donc, on peut la redynamiser. Vous voyez, et elle va pouvoir porter des solutions neutres. Ceux qui sont là en train de jouer les terroristes, normalement, on pourrait proposer une solution duale, c'est-à-dire composer d'un volet économique et puis d'un volet militaire ou de surveillance, de renseignement, comme vous voulez. Le volet économique assoit une suffisance alimentaire dans cette zone, des infrastructures socio-communautaires. Voilà, c'est ça. Et puis, si vous voulez, donc moi, je dirais, au-delà de cela, je suis convaincu que le problème qui se pose là, c'est un problème qui est d'abord économique et puis colonial. Donc ça, qu'on le veuille ou pas, moi, je ne veux pas revenir sur la vulgate, France-Afrique ou quoi que ce soit, mais je dis, les Européens ont du mal à délaisser l'Afrique. Donc, ils se battent par tous les moyens. Et ça pose la réelle question
du devenir et même de la légitimité aujourd'hui de la CEDEAO. Vous avez vu ce que M. Ambalo a fait et qu'aujourd'hui, elle est incapable on voit encore une fois de plus qu'elle est incapable de pouvoir être juste et équilibrée. Donc, finalement, je pense que l'institution fêtière ne pourra rien faire, malheureusement. Il faut se retourner vers l'Union africaine à activer tout complètement et sérieusement pour qu'elle puisse proposer une solution neutre. Aller au-delà de l'initiative d'Accra. Voilà, c'est ça. Alors, une dernière question, c'est sur la prévention, justement. Comment réussir à prévenir et à neutraliser ces attaques avant même qu'elles n'aient lieu? Vous savez, le propre du terrorisme, c'est de frapper de façon inattendue, sans qu'on ne s'y attende et sans qu'on ne s'en rende même compte. Je pense que cela met davantage de pression sur le volet, comme vous l'avez dit, prévention. Parce que oui, effectivement, on peut tenter, on peut essayer de prévenir, mais cela reste assez difficile. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de mettre davantage l'accent sur, je dirais, ce qui pousse les gens à même vouloir agir. Et c'est là, je pense qu'il faut peut-être mettre beaucoup plus l'accent, parce qu'une fois que les gens sont dans la disposition de passer à l'acte, il est difficile de savoir ni où ils vont frapper, quand ils vont frapper, comment ils vont frapper. Et donc je pense qu'il faut... La suffisance alimentaire comme mesure préventive, vous savez, aujourd'hui... La construction d'infrastructures socio-communautaires comme mesure préventive. Évidemment. Vous savez, aujourd'hui, M. Maïga pose la question tout à l'heure de savoir qui sont les djihadistes que nous avons, les terroristes dont nous parlons. Mais écoutez, vous savez, il faut faire la distinction entre ce que l'on appelle le terrorisme fondamentaliste et le terrorisme opportuniste. Aujourd'hui, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à des bandits armés, à des trafiquants de tous genres, de toutes sortes de substances illicites et qui terrorisent. Il y a des attaques qui sont revendiquées par des groupes. Non, même ces groupes-là aujourd'hui, mais regardez un peu la substance et vous n'êtes pas sans savoir non plus les conflits internes qui se produisent entre ces mêmes groupes-là pour le leadership. Le leadership de quoi? Le leadership de tel trafic, le leadership de tel contrôle sur telle ressource, sur telle matière première ou sur telle communauté. Donc, c'est pour dire en fait qu'aujourd'hui, nous avons plus affaire à un terrorisme beaucoup plus économique, beaucoup plus d'opportunisme. Et nous avons dedans des jeunes en perte de sens et de chance pour leur vie, des jeunes qui sont embarqués dans ces initiatives-là parce qu'ils n'ont pas forcément... Pour survivre, parce qu'ils n'ont pas forcément de sens de la vie, ils n'ont pas vraiment, je dirais, voilà, ils ne savent pas vraiment sur à quoi ça rime d'être en vie. Et lorsque ils ne sont pas tous forcément endoctrinés. Ils sont endoctrinés, justement, parce qu'à un moment donné, il y a cette défaillance-là de l'État, il y a cette absence-là de l'autorité qui fait qu'à un moment donné, vous savez, dans ces régions, souvent, la plupart du temps d'ailleurs, ce sont les groupes terroristes qui font la justice, qui font l'administration territoriale et qui règlent les conflits locaux. Et ça dénote quand même d'une absence totale de leadership de l'État, une absence totale de présence de l'État sur ces territoires. Donc, il faut déjà commencer par résoudre ces problèmes-là, identifier les besoins de nos communautés qui, dans une certaine mesure, se sentent abandonnées, se sentent délaissées, se sentent isolées du reste du pays. Et il faut quand même ramener ce sentiment d'appartenance à l'État parce que quand on appelle tout à l'heure de renseignement, mais le renseignement c'est quoi? C'est d'abord le renseignement humain. Avant même d'être renseignement électronique et tout ce que nous voulons, il faut déjà que les populations coopèrent avec les forces de sécurité pour passer l'information, pour dire ce qui ne va pas et aider donc les forces de sécurité à pouvoir mener efficacement la lutte contre ces djihadistes-là. Sinon, on ne parviendra pas, on n'arrivera pas au bout du tunnel. Et donc, je pense que ça, c'est un travail que nous devons faire de manière beaucoup plus ardue, plus résolue et investir suffisamment dans cet aspect-là, la sécurité alimentaire, l'infrastructure, les infrastructures de base dans ces communautés-là et un développement de façon harmonieuse, un développement qui ne se limite pas qu'aux grandes villes, aux grandes régions, mais qui touche les derniers hameaux de nos communautés. Et ça, c'est important parce que je le dis toujours, le terrorisme ne trouve un terreau fertile que dans la misère des populations, que dans le dénuement total et que dans l'abandon. Donc, il faut qu'on puisse réinvestir. Nous avons la chance de n'avoir pas un territoire aussi vaste que le Mali, que le Burkina ou que le Niger. Et donc, nous pouvons encore, et Dieu merci, nous avons toujours la même mise sur notre territoire. Donc, il ne faut pas attendre que ces groupes-là prennent
une partie du territoire pour commencer par se réveiller. Il faut que nous puissions éviter que une partie du territoire béninois puisse tomber aux mains de ces personnes-là. Donc, il faut réinvestir l'ensemble du territoire par des actions fortes, par un leadership de l'État et par la présence étatique effective dans ces communautés.